super. Écoute, c'est pour nous sur la scène. Il me faut un tabouret, ce que tu veux. Une chaise, un tabouret, ce que tu veux. Je te la rends. Oui, c'est normal. Catherine, balance. Elle est en place? Elle est en place? Elles sont en place? Voilà, nous allons pouvoir commencer si vous le voulez bien. Tout le monde est à peu près... Ah oui, tout le monde est à peu près installé. On va pouvoir commencer avec... Cette fois-ci, les voix de Strauss. C'est un peu brutal, mais pardonnez-moi, mais ça permet de pouvoir démarrer. Voilà, excusez-moi. Donc, comme je disais, la partie culturelle chez nous, elle a aussi son importance. Et vous avez vu se succéder un certain nombre d'artistes qui ont fait le choix de venir au Forum de bioéthique avec des propositions. Alors, vous avez eu Laurent, mais il y en a eu d'autres. Et cette fois, nous allons écouter les voix de Strauss. Et pour une partition de 5 minutes à peu près. C'est parti. Parfois, est-ce parfois, ça est parfois, ressais-je parfois, quoi ressais-je parfois, pourquoi ressais-je parfois, à mon pourquoi ressais-je parfois, c'est à mon pourquoi ressais-je parfois. Résais-je parfois, cède à mon pourquoi résais-je parfois, donkisté, je cède à mon pourquoi résais-je parfois, j'en donkisté, je cède à mon pourquoi résais-je parfois, envie, j'en donkisté, je cède à mon pourquoi résais-je parfois. Par envie, donc je cède à mon pourquoi ressais-je parfois. Envie, donc je cède à mon pourquoi ressais-je parfois. Oui, des fois, par envie, donc je cède à mon pourquoi ressais-je parfois. Si résiste, oui, par envie, donc je cède à mon pourquoi ressais-je parfois. Sire par lui, si résiste, oui, des fois, par envie, donc je cède à mon pourquoi ressais-je parfois. Ce jonzir par lui, si résiste, oui, des fois, par envie, donc je cède à mon pourquoi ressais-je parfois. C'est Yonxir par lui, si résiste.
par c'est de lui, soi que par envie, donc, ainsi il réduit s'agissait de des mon fois pourquoi, par je sais pas quoi. envie. On J'en sait donc si le jour, existé, je je résiste cède de à soi mon par pourquoi envie, résais-je donc, il parfois. s'agissait de mon pourquoi, sais-je parfois. À mon pourquoi ressais-je parfois. Oui, des fois par envie, j'en donc isté, je cède. À mon pourquoi résais-je parfois. Bravo. Bravo. Bravo et un très grand merci à vous, surtout pour ce moment très très apaisant après avoir parlé de maladies psychosomatiques, de psyché et avant de rentrer dans la douleur. Voilà. Avec nous pour parler de ce sujet de la douleur. David Le Breton, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse de l'invitation de David quand il s'agit de ce sujet-là, d'autant plus qu'on a le regard de l'anthropologue qui va compléter celui des cliniciens, celui des rhumatologues. Et puis nous avons également avec nous Jimmy Voirin, neurochirurgien au centre hospitalier de Colmar et de Strasbourg, vous avez dit. Voilà. Et puis Jean-Gérard Bloch qui reste avec nous, donc rhumatologue, spécialiste de médecine douce et méditation, qui est à Strasbourg. Il y a également Fabrice Laurin qui a pris la parole tout à l'heure dans le public et qui depuis un moment d'ailleurs nous suit dans le public. Il nous arrive de Montpellier. Il est psychiatre des hôpitaux, praticien hospitalier au CHU de Montpellier, spécialiste de la douleur. Il y a également André Muller, anesthésiste réanimateur, qui est un grand spécialiste de la douleur ici à Strasbourg. D'ailleurs, on reviendra tout à l'heure sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Sur le sujet, sur ce que vous avez mis en place à Strasbourg. Et puis Alain Beretz. Alors pour l'instant, on avait se succéder des jeunes doctorantes au poste de grand témoin. En fait, il y a juste une seule exception pour cette édition. Il y a juste Alain Beretz qui n'est pas un jeune doctorant, puisque Alain Beretz, il est le président de l'Université de Strasbourg et est également vice-président chez nous au Forum européen de bioéthique. Alors, on va commencer. Je vais peut-être laisser tout à l'heure David, on va revenir à vous un peu plus tard, parce que je sais qu'il y a toute une définition chez vous de la douleur en la déconstruisant, en voyant à la fois ses bénéfices, son statut, la douleur à travers la culture, etc. Ça va être hyper passionnant. Je dis cela parce qu'on était ensemble à Mulhouse et c'est vrai qu'il y avait en totalité à peu près 800 personnes pour écouter cette intervention. C'était vraiment génial. Donc on va y revenir tout à l'heure. Mais d'une manière générale, je vais peut-être m'adresser déjà aux médecins pour poser la question, qu'est-ce que la douleur? C'est celle qu'on pose dans le titre. Alors, est-ce que la douleur, c'est une alerte? Est-ce que c'est quelque chose qui a du bénéfice? Est-ce qu'il faut la supprimer? Mais commençons déjà par juste essayer de la définir peut-être, André Muller. Ça marche très bien, ne vous inquiétez pas. Tout à l'heure, Jean-Richard Freiman s'éloignait du micro si bien qu'on ne l'entendait pas. Bonjour à tous. Je déteste avoir les spots dans la tronche, donc ben si on peut faire quelque chose, ça serait bien. Voilà, très bien, merci. Alors, la douleur, c'est un terme un peu court. Il vaudrait mieux dire les douleurs. Il y a une société savante qui s'est penchée sur la définition de la ou des douleurs. On va faire simple, je ne vais pas vous la donner. À partir du moment où le patient dit qu'il a une douleur, de son point de vue, c'est une douleur. Ça, c'est la définition la plus simple
qui met déjà en place le respect qu'on doit au patient, le crédit que l'on doit à sa parole. C'est la première chose importante que je voulais souligner. Ensuite, la douleur a-t-elle une fonction d'alarme ? Certains se souviennent peut-être du premier plan de lutte contre la douleur qu'avait initié Bernard Kouchner et qui avait fait distribuer aux patients qui arrivaient à l'hôpital une plaquette sur laquelle était écrit « Avoir mal, ce n'est pas normal ». Ça doit être la plus belle connerie de Bernard Kouchner. Avoir mal, c'est non seulement normal, mais c'est bénéfique. Puisque les gens, et il y en a quelques-uns qui ne sont jamais confrontés à la douleur, des gens insensibles, finissent en général par mourir jeunes. La douleur sert à quelque chose. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas traiter la douleur d'un patient qui souhaite qu'elle soit apaisée. Je vais m'arrêter là pour ce qui est de la définition, je n'irai pas beaucoup plus loin. C'est sûrement un signal d'alarme en situation aiguë. Je vais juste compléter par une chose, c'est la situation des douleurs chroniques, qui ne sont pas banalement des douleurs aiguës qui se prolongent, mais qui sont des douleurs qui modifient non seulement la personnalité d'un individu, mais également son système nerveux central, et ce qui devait être le signal d'alarme et qui ne fonctionne plus correctement, ce qui fait que pour les patients qui ont des douleurs chroniques, beaucoup de choses qui chez quelqu'un d'autre sont considérées comme non douloureuses le deviennent chez lui. Et la vie du douloureux chronique est probablement un avant-goût de l'enfer. Quand même, peut-être avant de passer la parole aux autres, quand vous dites la douleur qui modifie la personnalité du douloureux, en fait, ça veut dire quoi? Juste pour bien vous comprendre. Alors, on dit que la douleur aiguë est le symptôme d'une affection, d'une maladie, et d'une certaine façon, elle a une vertu séméiologique. Quelqu'un qui signale une douleur de telle ou telle caractéristique dans une partie du corps, ça permet au médecin d'orienter le diagnostic de la cause. La Société internationale pour l'étude de la douleur, qui a donné les définitions de la douleur, dit que la douleur chronique est une véritable maladie et que ce qui définit le mieux la douleur chronique, c'est l'altération du rapport au monde du patient. Et les modifications de la personnalité se font globalement vers un état dépressif, un repli sur soi et une plus grande sensibilité à de nombreuses agressions. Fabrice Laurin, vous dites qu'il y a même des douleurs qu'il faut protéger, justement, toujours sur cette idée de qu'est-ce que la douleur et est-ce qu'elle a une fonction? Oui, avant de vous répondre, je vais revenir sur la définition. Je vais citer un médecin de l'âme qui s'appelle Woody Allen. Et il dit « La vie est insupportable. Elle n'est qu'une longue suite de souffrances et de grandes douleurs. Mais le pire, c'est qu'elle s'arrête. » Et derrière ce trait d'esprit de Woody Allen, il faut voir que le mot « douleur » vient du latin « dolus », qui a donné d'ailleurs deux mots. D'une part « douleur » et d'autre part le deuil. Donc on commence à avoir une sorte d'espace commun entre le deuil, la mort, qu'évoque avec beaucoup d'humour Woody Allen, et d'autre part la douleur, et notamment la douleur chronique. Ensuite, sur le plan de la douleur chronique, je vais répondre un petit peu à côté, mais en gros, en France, elle est quand même bien traitée. Le problème actuellement que nous avons, c'est que dans les centres antidouleurs, en tout cas sur Montpellier dans le sud, c'est que nous avons des gens qui sont tellement bien traités qu'ils présentent des addictions aux antalgiques. Il faut savoir, j'envoie des pistes, que par exemple la moitié des greffes de foie en Grande-Bretagne sont dues à l'excès de paracétamol et que nous avons régulièrement chaque semaine des hospitalisations pour sevrage morphinique. Et là, il y a une grande disparité dans le monde, puisque nous voyons qu'en Inde, dans les pays émergents, seulement 1% de la population a accès à la morphine. Voilà, donc pour vous dire un petit peu le paysage français autour de la douleur. Ensuite, où est-ce qu'elle est cette douleur? Je crois qu'elle est dans le corps,
Et dans l'esprit, il est dans les deux. Là, on revient à la discussion précédente. Oui, de tout à l'heure, oui. De tout à l'heure, nous savons que Descartes s'est trompé. Et il y a quelqu'un, un grand penseur du XVIIe qui a eu raison, c'est Spinoza. Je vous conseille vraiment de relire Spinoza, aussi bien toute sa conception, je dirais, métaphysique, qu'au moins l'homme, le Dieu dans la nature, mais ça je le laisse de côté, le monisme, ce qu'on appelle « nous sommes un, corps et âme », c'est très important. Il faut savoir que dans les sagesses orientales, ils ne se posent pas la question du corps et de l'âme. Dans la sagesse chinoise, on est vivant quand on est en mouvement. La vie, c'est ça, c'est le mouvement. L'équilibre pour un Chinois, c'est d'être tout simplement dans un grand fleuve, vous imaginez le fleuve jaune, et vous êtes un poisson. Vous n'allez pas remonter vers la source, comme nous on fait presque d'un côté messianique, parfois on va remonter vers l'origine, comme la psychanalyse, on va chercher les causes. Non, dans l'idée chinoise, on ne va pas rechercher et remonter à la source. On ne va pas descendre non plus dans la rivière jusqu'à la mer. C'est inutile, c'est une mort. C'est juste d'être au milieu avec d'un petit coup de queue, si vous me permettez, de rester dans le flux de la vie. Voilà pour dire combien cette idée de Spinoza est très importante. Alors, sur la douleur, je reviens sur votre question, oui. La douleur, j'ai imaginé moi une balise Algos. Vous savez, il y avait la balise Argos qu'on mettait sur les marins en perdition, voire même sur les cétacés pour les repérer. Ben moi, j'ai imaginé une balise Algos, comme l'a dit le docteur Muller. Oui, la douleur à sélectionner. Pourquoi nous sommes douloureux? Parce que nous avons des centres de la douleur toujours pérennes et qui nous ont permis d'être sauvegardés en tant qu'espèce animale. Et nous voyons en psychiatrie, enfin en centre antidouleur, que parfois, et là on met les pieds dans le plat, il faut savoir respecter la douleur. Nous avons avec la médecine du XXIe siècle le souci de tout soigner, de tout traiter, de tout guérir. Eh bien non, il faut parfois respecter le symptôme. Et là je rejoins les psychanalystes. C'est-à-dire que certaines douleurs ont une fonction de gardien de la vie. Vont nous garder en vie. Imaginez, tout à l'heure, M. Israël, Nizan était paranoïaque. Bon, moi je suis schizophrène. Eh bien, je vais partir en morceaux. Eh bien, pour éloigner cette angoisse de morcellement, parce que je suis psychotique et schizophrène, je vais focaliser une douleur sur mon genou, sur mon rachis dorsal, etc. Et j'ai eu plusieurs cas de patients qui comme ça, passaient d'une période psychotique délirante à une période algique dans laquelle ils étaient réunis. Et donc, il faut savoir vraiment respecter cette douleur réunificatrice. Voilà. Et dans votre discipline à vous, de quelle manière on traite la douleur quand on est... Est-ce qu'on intervient d'une manière... Est-ce que c'est possible de la traiter, par exemple, avec par le biais des outils de la neurochirurgie ou pas? Oui, certainement. Alors, un chirurgien, par définition, il fait mal par son geste opératoire. Mais il est important aussi de pouvoir traiter la douleur aiguë, et on traite bien la douleur chronique si on traite aussi peut-être la douleur en aigu, en post-opératoire déjà. Mais la chirurgie, elle peut induire aussi des douleurs différentes, et on a parlé d'une douleur, mais en fait on a des douleurs selon qu'elle touche une articulation ou un récepteur qu'on a tous sur la surface cutanée qui s'appelle un récepteur nociceptif. Et donc on va induire une douleur, mais qui est aussi un signe d'alerte. C'est la première chose. Vous donnez un coup de marteau sur le doigt, vous allez avoir une douleur, et ça c'est normal. Si vous n'aviez pas de douleur, vous continuerez de vous taper sur le doigt jusqu'à ce qu'il tombe. Donc effectivement, c'est important d'avoir cette douleur comme signe d'alerte et comme signe également de l'évolution par la suite qui nous a permis à affronter les différents dangers dans l'évolution de la vie. Mais on n'a pas que des douleurs purement nociceptives qui sont liées à un phénomène douloureux, que ce soit une maladie, un accident, un traumatisme, mais on a aussi d'autres douleurs qui sont des douleurs inflammatoires, comme dans certaines maladies rhumatologiques, et puis des douleurs qui sont neuropathiques liées au nerf en lui-même. Et là, effectivement, sur la conférence d'hier, on avait parlé de l'approche de la neuromodulation pour traiter certaines pathologies neurologiques, mais la neuromodulation peut aussi traiter certaines douleurs neuropathiques par le biais de stimulation, et des stimulations diverses et variées, en passant par des stimulations externes, des stimulations de la moelle épinière, quelquefois des stimulations cérébrales, et on peut traiter un certain type de douleur, mais comme on le voit aussi, la neurochirurgie ne traite pas toutes les douleurs, et bien sûr il y a d'autres douleurs sur lesquelles il ne faut pas proposer de neurochirurgie, et il faut proposer d'autres choses, que ce soit des médecines alternatives, que ce soit une autre prise en charge pharmacologique. Enfin, il y a différentes façons de traiter. Mais oui, la chirurgie peut aider.
effectivement. Alors justement, Jean-Gérard Bloch, très souvent, dans le sujet de la douleur, dans la question de la douleur, on préconise régulièrement des choses comme la méditation, comme par exemple la relaxation. Qu'est-ce qui se produit, par exemple, justement dans le cas de la méditation, qu'est-ce qui se produit en soi et dans l'esprit pour pouvoir soulager la douleur, voire pouvoir vivre avec? Mais peut-être que c'est faux, peut-être qu'il se passe autre chose, sinon il faut le corriger. Oui, là aussi, peut-être c'est intéressant de revenir sur cette notion que la douleur, à la base, c'est de l'information qui existe dans notre système corps-esprit, qu'on peut voir comme un tout, et que cette information, ensuite, elle va être traitée. Et c'est peut-être intéressant aussi de voir comment on traite la douleur. On peut dire les choses comme ça, comment on traite cette information. Et la façon dont on traite cette information, c'est comment on se construit sur la base de la douleur, qui est la composante physiologique, comment on peut faire l'expérience soi-même de la souffrance. La souffrance qu'on connaît tous, qu'il s'agisse d'une douleur physique ou même d'une douleur psychologique ou mentale, il y a comment on traite cette information, qui est une autre façon de dire comment je me relie à moi-même lorsque je fais l'expérience de cette douleur. Et pour citer un autre grand philosophe qui n'est pas Woody Allen mais qui est Mark Twain, connu de tous, qui disait « Les choses les plus terribles de ma vie ne me sont jamais arrivées ». Et c'est pour illustrer le fait qu'on peut, avec nos pensées, avec notre imagination, créer sur la base de ce qui existe vraiment, qui est une composante indiscutable, la douleur, on peut créer de différentes façons avec nos pensées, avec notre imagination, sur la base de qui on est, avec notre personnalité, on peut créer la souffrance. Et au bout du compte, ce avec quoi le patient vient, c'est pas avec une douleur, c'est avec une souffrance. Même si on l'appelle douleur, la façon dont il va l'exprimer, la façon dont il le vit, et c'est ce que on disait avant sur la douleur chronique considérée comme une maladie en tant que telle. Bien sûr, ça a un impact lorsque ça dure et ça perdure sur la personnalité, sur la relation à soi et sur la relation au monde. Et c'est là où j'en viens à ta question, Nadia, c'est en quoi est-ce que la méditation peut apporter quelque chose par rapport à cela ? Eh bien justement, c'est dans la mesure où c'est une approche qui permet d'aller explorer, investiguer par des pratiques multiples la façon dont je me relie à moi-même, la façon dont je me relie à l'expérience, quelle qu'elle soit, et en particulier lorsqu'il s'agit d'une expérience douloureuse. Alors, il y a des travaux qui ont montré que la méditation pouvait diminuer des symptômes douloureux, mais ce n'est pas ça le plus important, ce n'est pas ça le plus intéressant, c'est plutôt cette autre partie où, au travers de la méditation, là aussi, des travaux scientifiques et sérieux ont montré que le vécu de la douleur changeait, que la façon de vivre ce qui se présentait changeait. C'est ce qui est pratiqué là avec la méditation, par exemple, je crois à l'hôpital de Haute-Pierre, c'est bien ça? Alors on propose effectivement à l'hôpital de Haute-Pierre... C'est la même démarche, je veux dire, c'est cette démarche. C'est D'accord. D'accord, ok, très bien. Alors, André Muller, est-ce que je vous ai posé la question quand nous nous sommes parlé au téléphone au sujet de la douleur. Je vous ai demandé comment on explique la douleur, comment ça s'explique. Et là, vous avez eu cette phrase. On reçoit le patient, et puis il y a une espèce d'enquête policière qui commence pour savoir comment on en est arrivé là. Si je reformule la question, mais vous m'arrêtez oui, si je dis une bêtise. C'est de savoir comment on l'explique chez quelqu'un. Vous voulez savoir comment nous on fait pour essayer de comprendre la douleur du patient. Qui est en face. Comment on l'explique au patient Non, c'est comment vous faites pour essayer de comprendre la douleur du patient, pour comprendre de quoi il s'agit exactement. J'ai dit tout à l'heure que la première chose, c'est de porter crédit au patient de sa douleur. Bon. Je rejoins ce qui a été dit à ma droite, au fond, là-bas, à la fois par le psychiatre, le rhumatologue et le neurochirurgien. La douleur, c'est pas ce qu'on sent, c'est ce que nous faisons d'une sensation, et nous faisons avec ce que nous sommes, et nous sommes ce que les autres ont fait de nous. Donc de toute façon, on est conditionné, on n'a pas de libre arbitre. Notre approche d'un patient est au centre de la douleur, nous voyons essentiellement des patients douloureux chroniques et d'essayer de reconstruire leur histoire globale
en dehors de la douleur, c'est ce qu'on appelle habituellement les antécédents, éventuellement quelques éléments d'histoire de vie, et puis de nous intéresser à la douleur qui les amène à la consultation, avec tout le parcours qu'il y a eu en chemin, à savoir le début de la douleur, dans quelles circonstances, dans quel état d'esprit, qu'est-ce qui a été fait comme prise en charge médicale ou non, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a échoué, et in fine, d'interroger le patient sur ce qu'il vit actuellement au quotidien en termes de sensations, d'émotions, pour essayer de comprendre ce qui l'a amené à ce que cette douleur devienne chronique. Parce qu'il faut se souvenir que le plus souvent, une douleur chronique a commencé à l'occasion d'une douleur aiguë. Et les patients nous disent ça a commencé à l'occasion de l'accident, de l'infection, de l'opération. Avant, je n'avais rien. Comme c'est depuis, c'est à cause. C'est peut-être là qu'il y a une petite erreur de raisonnement, qui est que même s'il y a une corrélation, il n'y a pas forcément causalité. Donc c'est une enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, où ils en sont, ce qui éventuellement a pu échapper à certains collègues, et puis éventuellement compléter des examens complémentaires et faire des propositions de prise en charge qui, chez les douloureux chroniques, ne sont jamais l'option zéro douleur. C'est une amélioration possible du vécu et de la situation douloureuse dans laquelle ils sont. David Le Breton, on va peut-être déjà essayer d'avoir aussi votre point de vue, le point de vue de l'anthropologue, sur la question de la douleur, parce que vous-même, dans votre livre, par exemple, Expérience de la douleur, mais bien d'autres, hein, il y a cette approche d'essayer de déconstruire la douleur pour lui donner du sens, pour l'expliquer. Et puis, peut-être on va déjà commencer par ça, sur le sens de la douleur, puis après, on va parler de certaines expériences de la douleur. Car chez vous, il y a quand même ce qui est la douleur subie, la douleur choisie, il y a plusieurs niveaux de douleur, il y a la question culturelle, comment elle interfère dans le vécu de la douleur, etc. Oui, alors effectivement, pour l'anthropologue, la douleur est une matière de sens, comme l'a dit André. La douleur n'est pas une sensation, mais une perception et une émotion, c'est-à-dire une interprétation, un déchiffrement de ce qui nous traverse. Donc la douleur renvoie à une dimension de sens. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle donne prise aussi au social, au culturel, à l'histoire, etc. Et puis c'est aussi pour ça qu'il y a des souffrances, des douleurs qui ont plus ou moins de souffrance. Voilà. Pour moi, la souffrance, c'est la mesure subjective de la douleur. Donc il y a des douleurs qui font mal, mais il y a des douleurs qui nous écrasent. Et c'est là où intervient effectivement la manière dont nous sommes partie prenante dans une situation particulière du rapport avec notre douleur. Il y a des douleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'André a raison aussi de parler de douleur au pluriel. Il n'y a pas une douleur, il y a d'innombrables douleurs. Et on peut en faire une sorte on peut les catégoriser d'une certaine manière. Il y a les douleurs en effet subies, qui sont celles qui viennent de la maladie, qui viennent de la torture, qui viennent des séquelles d'un accident. Là, ce sont des douleurs qui font violence et donc qui sont un embrasement de souffrance, qui donc transforme l'individu, parce qu'en effet, toute douleur nous transforme pour le pire ou pour le meilleur. Et là, le douloureux chronique, il est transformé plutôt dans le sens d'une déshumanisation, d'une dépersonnalisation, d'une diminution de son goût de vivre. Mais même là, quand même, évidemment, il faut réintroduire cette dimension du sens encore, parce qu'il y a en effet, avec ce que j'appelle justement des techniques de sens, il y a une manière d'entrer à l'intérieur de la souffrance pour faire en sorte qu'elle diminue. Donc c'est la relaxation dont on vient de parler, mais c'est aussi la sophrologie, l'hypnose, qui est beaucoup utilisée aujourd'hui, l'auto-hypnose, le yoga, d'autres techniques là qui m'échappent à l'instant, l'imagerie mentale, l'imagerie positive par exemple, ce sont des manières pour une personne douloureuse chronique, donc qui est embrasée par la souffrance, d'essayer de trouver prise et tout doucement de diminuer. Donc même là, quand la douleur se fait vraiment violence, on n'est pas totalement démuni. Mais il y a aussi d'autres douleurs qui nous transforment pour le meilleur, entre guillemets, mais ce sont évidemment des douleurs qu'on choisit, dont on pourrait dire que la souffrance est vraiment insignifiante ou à minima. C'est la par douleur, exemple, David, par exemple, une douleur qui nous transforme pour le meilleur, oui.
C'est par exemple le sport, le sport extrême. Je crois que la plupart d'entre nous dans la salle, on a couru, on a nagé, ou on a marché pendant très très longtemps. On sait bien que c'est une douleur en même temps qui nous fait du bien d'une certaine manière. Il n'y a là-dedans d'ailleurs aucun masochisme, mais simplement c'est apprivoiser la personne qu'on est, savoir quelles sont nos compétences, nos forces, jusqu'où on peut aller trop loin, jusqu'où on peut d'ailleurs aussi s'inventer, se découvrir, etc. C'est-à-dire que si on courait un marathon en étant aussi en forme à l'arrivée qu'au départ, ça n'aurait strictement aucun intérêt pour nous. Si on proposait à un alpiniste un tapis rouge pour gravir l'Himalaya, le mont Everest, il s'en ficherait complètement. Il faut aussi conquérir instant par instant l'épreuve. Mais c'est aussi le body art, c'est aussi les pratiques de suspension corporelle aujourd'hui, ce sont les modifications corporelles par exemple, où la plupart des personnes tatouées, même avec des grosses pièces de tatouage, vous disent que la douleur leur était nécessaire parce qu'ils vivaient une expérience très intense et il fallait en quelque sorte qu'il y ait une mémoire intérieure, une mémoire sur le corps, et puis le sentiment qu'ils étaient en train de vivre, donc une expérience qui les transformait de manière radicale. Oui. Et beaucoup de gens que j'ai interviewés quand j'ai mené cette enquête me disaient, si on te fait un tatouage sans que ça te fasse mal, ça n'a strictement plus aucun intérêt. Comme s'il fallait mériter, entre guillemets, le tatouage. D'accord. Alors, on va juste revenir à d'autres notions tout à l'heure, et peut-être même déjà à la notion de douleur et de souffrance, à la distinction qu'il y a entre les deux. Mais il y a Alain Berras qui demande la parole, notre grand témoin. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Non, je joue mon rôle de grand témoin et pas d'expert, bien que dans une vie antérieure, le pharmacologue aurait des choses à dire, mais je vais pas en parler. Je crois que j'essaye d'analyser un peu ce qui a déjà été dit, c'est pour ça qu'on m'a mis ici, et peut-être aussi de poser des questions à nos intervenants dans l'axe du forum qui est la bioéthique. C'est-à-dire qu'est-ce que je ressens, moi, individu ici, comme question éthique que vous avez déjà abordée et qui me semblerait intéressant qu'on approfondisse pour éviter aussi, si je m'excuse, de tomber dans la simple leçon de choses sur la douleur qui est passionnante et à laquelle je pourrais volontiers participer, mais c'est peut-être pas l'objectif. Alors, deux points qui ont été abordés par les différents intervenants que j'ai notés qui me semblent intéressants à traiter à un moment ou à un autre, c'est l'utilité de la douleur et donc de son corollaire qui est forcément le moment où il faudra la traiter. Et je crois que André, qui dit souvent des choses très intéressantes, a parlé de respect. Quel respect du douloureux? Là, on a une question, je pense, fondamentale d'éthique, et qui rejoint la question qui a été posée avant. Alors, c'est peut-être le biais pharmacologique, mais et là-dedans les addictions. Parce que là, on a deux exemples d'addiction qui ont été cités. L'addiction à la douleur elle-même, c'est ce que tu viens de dire, ou une addiction, ou une envie qui peut se répéter, et ça peut aller à l'addiction, ou en tout cas à l'envie positive, et l'addiction aux antalgiques, qui sont, je rappelle, les plus anciens médicaments. D'ailleurs, c'est pratiquement les plus anciens médicaments du monde, sont les antalgiques. L'opium, c'est le plus ancien médicament efficace. Je parle de médicaments qui marchent, hein. Il y en a quand même qui marchent. Et c'est le plus ancien, c'est aussi le médicament addictif suprême. Donc cette dualité de l'addiction et de l'efficacité extraordinaire pose, je pense, des questions d'éthique que peut-être nos intervenants pourraient commenter. Alors, qui a envie de répondre? Oui. Et après, on reprendra avec David Le Breton. Oui, je crois que c'est très intéressant parce que là, on est au cœur du sujet. Je crois que le XXIe siècle on est dans le siècle de la jouissance. On essaye de tuer la douleur comme toutes les souffrances, qu'elles soient morales, physiques. On est vraiment dans l'ère de la jouissance. Alors pourquoi? Parce que je crois qu'il y a eu la faillite de deux grandes pensées collectives au XXe siècle, le nazisme et le communisme. Il y a eu toutes les atrocités et les douleurs et les souffrances de la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de 1945 naissent et l'individualisme et la jouissance. Je crois que si on ne comprend pas ça, et d'ailleurs les centres antidouleurs sont nés. C'est John Bonnican, l'américain, qui a commencé par traiter les vétérans de la campagne du Pacifique de l'armée américaine. C'est-à-dire que les Marines revenaient, ils s'étaient battus au fusil d'assaut contre les Japonais, et les anesthésistes venaient leur faire des petites aiguilles, des infiltrations, parce qu'on connaissait la lidocaïne, la xylocaïne, la morphine, on connaissait, mais ça ne suffisait pas, ils développaient des douleurs chroniques. Et c'est comme ça que les pain clinics, les cliniques de la douleur sont nées, en pluridisciplinarité, avec des rhumatologues, avec des neurologues, avec des internistes, des anesthésistes et des psychiatres.
Donc cette culture de la jouissance, elle est importante. Deuxièmement, il y a une donnée de la neuroimagerie qui nous montre que dans notre cerveau, et là je rejoins le cerveau qui est derrière, très curieusement, la sélection darwinienne fait que notre centre de la douleur, je rentre dans les détails, c'est dans l'aire singulaire antérieure, juste derrière, c'est le centre de l'empathie. Et derrière l'empathie, nous sommes au cœur d'une question importante, c'est celle du lien social. Et une question, moi, que je me pose depuis 20 ans, c'est, je me dis, si on trouve le médicament absolu contre la douleur, plus de souffrance, plus de douleur, plus rien, qu'est-ce qu'il va en advenir de notre lien social entre nous humains? Alors je vais aller même plus loin, parce que le lien social, on peut dire, vous savez, il y a deux sortes de types de liens sociaux. Il y a le lien social de base, imaginons, nous sommes tous des hommes et des femmes préhistoriques. On est venu à Strasbourg, mais on ne se connaît pas, on ne fait pas partie des mêmes tribus. Et là, au milieu, il y a un feu. Et on vient tous autour du feu, on parle un peu, mais on n'est pas amis. Ça s'appelle le lien social. Et puis Spinoza, encore auquel je reviens, il a développé quelque chose de plus fin qui s'appelle l'abolition de la séparation, où là, on est plus dans l'amour fusionnel, on va dire. Et je crois que dans l'empathie, on est plus proche de ça. Et donc, la question, c'est, et si on fait disparaître la douleur, on dira à notre épouse, non mais écoute, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Non mais écoute, m'embête pas, va dans la pharmacie et débrouille-toi. Vous voyez, je crois qu'on est au cœur d'un vrai problème. Et comme à chaque fois que c'est comme la mondialisation et la tribalisation, en même temps qu'on universalise tous les rapports, il y a des tribus partout. Et je crois qu'on est pareil sur le plan de la douleur. Comme l'a dit monsieur le professeur Le Breton, que j'admire, je suis très content de le voir ce soir parce que j'ai lu ses bouquins, c'est la première fois que je le rencontre. Alors, vraiment, je suis très honoré. On va encore l'écouter. Que voit-on? C'est qu'en même temps que par une sorte de Big Mother qui va nous soigner de toutes nos douleurs, eh bien les jeunes adolescents, que font-ils? Ils se scarifient. Ils meurtrissent leur corps, ils se font des piercings, ils font des anorexies mentales. Le taux d'automutilation est en pleine explosion dans le monde occidental. C'est curieux comme la valeur initiatique de la douleur, qu'il ne faut pas oublier. Il n'y a plus de service militaire, il n'y a plus de ces grandes institutions de passage de l'enfance à l'adolescence et au stade adulte. Eh bien, on va les retrouver à travers la douleur. C'est très intéressant ce que vous avez dit. C'est que voilà, si je me fais tatouer, piercer, et si je n'ai pas mal, mais vraiment, où vais-je? Et je finis avec une petite remarque, c'est quand même, sur le plan de notre vie au XXIe siècle, les deux grandes extrémités de la vie maintenant, la naissance comme la mort, se font sous anesthésie, sous antalgie, les péridurales à l'accouchement et en fin de parcours, un cocktail lithique à la morphine. Pourquoi en vient-on à anesthésier les deux extrémités de nos vies? Et la question subsidiaire, qu'est-ce qu'on fait du reste de la vie? Est-ce qu'on n'est pas aussi là-dedans? Voilà. Alors justement, David Le Breton, sur le sens de la douleur, et puis surtout, comme disait à l'instant Fabrice Lorrain, sur par exemple, le fait de se faire, enfin moi c'est ce que j'entends, hein, parce que ça rejoint ce que vous avez écrit, le fait d'avoir mal pour cacher une souffrance, dans certains cas bien sûr, la douleur qui sert à cacher ou à camoufler une souffrance, comme dans ce cas-là qu'il a cité. Alors, on peut évidemment rappeler que la douleur est aussi une espèce de limite identitaire, une manière de savoir où l'on est, une manière de savoir où l'on commence et où l'on finit. Rappelez-vous la phrase terrible et magnifique de Fritz Zorn dans Mars, quand il dit « là où j'ai mal, c'est là où je suis ». Donc on comprend que des personnes qui sont en pleine perdition dans leur vie personnelle, dans une immense souffrance de vie, puissent se raccrocher à la douleur, comme à une sorte de bouée qui les empêche de couler, qui les empêche de mourir. Et ça, c'est une troisième modèle, entre guillemets, de mes analyses. Donc là, j'ai parlé tout à l'heure de la douleur subie qui écrase, qui nous transforme pour le pire, la douleur choisie qui nous permet d'élargir notre rapport avec le monde. Il y a ce paradoxe que parfois la douleur nous protège d'une souffrance. C'est-à-dire une souffrance qui est dans la vie et sur laquelle on n'a aucune prise. Par exemple, la souffrance de l'inceste, du manque d'amour, etc. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a vu se multiplier ces dernières années, en effet, les attaques au corps que les adolescents s'infligent, et particulièrement donc les scarifications. Je peux citer, pour en expliquer rapidement le mécanisme, une adolescente de l'époque, qui doit aujourd'hui avoir plutôt 24-25 ans, Muriel, qui a une phrase absolument magnifique et exemplaire à cet égard. Donc elle est en pleine détresse personnelle, elle vient d'apprendre que son copain, qui est toxicomane et dealer, est en garde à vue. Elle a 16 ans à l'époque,
Et la souffrance d'un adolescent n'est pas la souffrance non plus d'un adulte. Il faut toujours analyser la souffrance des enfants ou des adolescents comme un abîme dans lequel ils se perdent. Et donc elle est totalement désespérée, elle erre dans les rues et puis elle va aller s'asseoir sur un banc et ses yeux vont se porter sur un tesson de bouteille et elle va graver sur son avant-bras le prénom de son copain. Et quelques années plus tard, donc je la rencontre pour une enquête que j'ai menée autour des scarifications et voilà ce qu'elle me dit. T'es tellement malheureuse au fond de toi-même, c'est le chagrin d'amour, t'es tellement malheureuse dans ton cœur, et alors tu te fais mal pour ne plus avoir une douleur corporelle plus forte, pour ne plus sentir ta douleur dans le cœur. Je la redis, pardonnez-moi, je me suis un peu embrouillé. T'es tellement malheureuse dans ton cœur, et alors tu te fais mal pour avoir une douleur corporelle plus forte, pour ne plus sentir ta douleur dans le cœur. On voit comment donc il y a une espèce d'homéopathie symbolique en quelque sorte, une manière de reprendre le contrôle, puisque dans sa souffrance, évidemment, Muriel est complètement dépassée par les événements. Elle ne peut rien contre la police, contre le fait que son copain est dealer. Par contre, c'est elle qui décide de se faire mal. Il faut que ça sorte. Elle est dans un bouillonnement de souffrance absolument terrible. Elle ouvre son corps en quelque sorte et puis donc évidemment le sang qui coule va à ses yeux matérialiser sa souffrance et elle va trouver là à ce moment-là l'apaisement qui va lui permettre de reprendre conscience d'elle-même, redevenir à nouveau vivante, redevenir réelle et puis se lever pour se dire il est peut-être temps que j'aille voir mon copain, etc. Donc elle a repris pied en quelque sorte, elle a retrouvé le sol sous ses pieds en recourant à la douleur comme limite en quelque sorte qui permet donc de savoir qui l'on est. Il y a encore une autre figure qui est aussi, qui vient subvertir les modèles un peu trop simples qu'on a parfois de la douleur, c'est lorsque la souffrance écrase complètement le ressenti possible de la douleur. Là tout de suite je viens de vous parler du recours à la douleur contre la souffrance. Mais il y a aussi la souffrance qui occulte complètement la douleur. Et là, de manière exemplaire, on la rencontre chez les personnes sans abri, par exemple, qui sont dans une immense déroute de vie, et qui ont d'innombrables pathologies sur leur corps, des problèmes dermatologiques, ils ont des caries partout dans les dents, et puis ne se font pas soigner. Dans mon livre, d'ailleurs, je cite l'exemple d'un sans-abri qui s'est fait tabasser violemment par un groupe qui passait par là. Il a, je crois, une double fracture à la jambe. J'ai plus tout à fait le texte en tête, la citation en tête. Mais il va rester dans la rue pendant 2 jours sans avoir l'idée d'aller se faire soigner. Et c'est un médecin généraliste qui passera par là, qui verra l'angle extrêmement étrange de sa jambe, qui verra son visage tuméfié et qui appellera le SAMU pour que cet homme soit soigné. Il avait donc plusieurs fractures dans la jambe. Mais je peux vous citer un petit cas que j'emprunte à Patrick Declercq, qui a écrit Les Naufragés, donc une approche à la fois ethnologique et un peu médicale quand même des sans-abri parisiens. Et il a été, comme Xavier Emmanueli, comme plein d'autres, sidéré par les pathologies, les blessures que ces hommes ou ces femmes portent sur eux, sans avoir le moins du monde l'intention de s'en faire soigner. Voilà une femme que Patrick Declercq nous décrit comme ayant une 50aine d'années. Elle voulait des médicaments. Elle dit « j'ai mal au ventre ». Elle traîne un peu, elle hésite, on la sent embarrassée, n'osant pas dire. Finalement, elle nous parle d'un bouton qui la gêne. Elle désigne sa poitrine d'un geste vague. On découvrira un cancer du sein au stade terminal, jamais montré, jamais traité. Il avait rongé la face interne du sein gauche, tiré les chairs comme un grappin et creusé un trou large comme 3 doigts et profond d'1 pouce. Ce trou était un peu devenu le centre de gravité de son corps. Il l'avait, comme tout entière, lentement attirée à lui. Elle ne pouvait plus se tenir que courbée, de travers, etc. Je repère le texte. Et Patrick Declercq nous dit que cette femme est morte le lendemain. Là, vous avez un cas extrême, donc d'une souffrance de vie qui anesthésie totalement la douleur. Et j'ajoute souvent, d'ailleurs, quand je commande des cas comme ça, que lorsqu'on prend en charge à l'hôpital, avec amitié, avec attention, des hommes ou des femmes qui sont restés longtemps dans la rue, je crois que tout doucement, quand ils se sentent reconnus, quand ils se sentent aimés, quand ils se sentent respectés, ils vont réinvestir leur corps. Parce qu'il faut dire évidemment que dans le cas que je viens de citer, il y a un mépris total pour son corps. Il y a une dénarcissisation, en quelque sorte, absolument radicale du corps.
Leur corps est autre chose qu'eux, d'une certaine manière. Mais à partir du moment où ils sont traités de manière humaine, avec un accompagnement, etc., ils vont réinvestir tout doucement leur corps, ils vont retrouver tout doucement un goût de vivre. Et c'est là, paradoxalement, que surgira la douleur, le sentiment qu'ils ont mal finalement et il faut que leur douleur soit soulagée. Comme si la douleur était un luxe. Et je crois qu'en effet, il y a quelque chose de cet ordre-là dans notre ressenti de la douleur. Il faut que nous aimions la vie, il faut que nous aimions notre corps, il faut que nous investissions notre corps de valeur pour pouvoir réagir quand une blessure ou une maladie nous touche. Et avant juste de passer, de poursuivre le débat, mais cette fois avec la salle, et il y a aussi cet exemple, vous dites au nord du Nigeria, il y a une tribu où personne, enfin où la douleur n'existe pas. Ah oui, non, c'était pas au Nigeria. Non, il y a beaucoup de sociétés où on ne peut pas dire d'ailleurs que la douleur n'existe pas. C'est justement cette dimension de souffrance est contrôlée en quelque sorte par... La dimension de souffrance est contrôlée par la culture. Oui, là c'est plutôt l'idée que d'une société humaine à une autre, d'une classe sociale à la limite à une autre, on n'a pas tout à fait le même ressenti, on n'a pas la même manière d'exprimer aussi la douleur. Et on connaît, les travaux en sociologie, en anthropologie du corps l'ont bien montré, il y a des sociétés qui sont extrêmement endurantes à la douleur et d'autres au contraire qui la dramatisent énormément. C'est-à-dire donc où il y a une sorte d'apprentissage, d'hypersensibilité en quelque sorte. Peut-être Nadia, juste un petit mot pour achever ma déconstruction, c'est le SM, ce sont les pratiques SM, ou de sadomasochisme, où un certain nombre d'hommes, moins de femmes, mais ne vont ressentir d'orgasme, carrément d'orgasme, qu'à partir du moment où on leur tape dessus, au moment où ils sont scarifiés, au moment où on les abîme corporellement. Et là, évidemment, on a affaire à encore un autre modèle, entre guillemets, du rapport à la douleur, qui nous montre cette extraordinaire variété, cette formidable pluralité de la douleur, mais qui nous rappelle toujours que la dimension du sens est fondamentale. Je pense qu'on ne comprend pas la douleur, on ne la traite pas, non. Et je crois que c'est tout le travail aussi d'André, dans le centre antidouleur, c'est comprendre la signification de la douleur pour pouvoir mieux la désamorcer avec des outils pharmacologiques ou des techniques de sens, mais d'abord comprendre que la douleur a toujours un sens dans nos vies. Elle n'est pas une expression mathématique en quelque sorte de la lésion qu'on a. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Alors nous allons poursuivre le débat avec la salle cette fois. Je voudrais juste rappeler qu'il y a parmi nous la troupe Inédit Théâtre, très exactement Camille Comparon et Marco Mayerl. Ils sont là avec Dan Leclerc. Nous allons pouvoir voir tout à l'heure, les écouter leur point de vue de ce qu'ils ont emmagasiné, de tout ce qui a été dit, mais à peu près vers 19h45. Pour l'instant, on va passer à la salle. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pourriez parler de l'hypnose, s'il vous plaît? Le rôle de l'hypnose dans la douleur, c'est cela? Oui, ben allez-y, Fabrice Laurin. Sur le plan de l'histoire de la médecine, la première intervention chirurgicale sous hypnose a eu lieu en 1826, et c'était en France d'ailleurs. C'était une mammectomie. Et ça a été admis par l'Académie de médecine. Mais il faut savoir que vers les années 1850, je vous fais un petit historique, hein, j'adore l'histoire, le Saint-Office avait interdit l'hypnose. Parce que satanique, c'est pas très bien ce qui se passe là. Voilà, je crois qu'après, au centre antidouleur de Montpellier, je ne sais pas, à Strasbourg, on utilise bien sûr l'hypnose. C'est une des techniques parmi toutes les techniques. L'état hypnotique est proche de l'état sophronique, mais je pense qu'avec la méditation pleine conscience, vous pouvez répondre aussi à la suite. Alors, l'hypnose telle qu'elle est pratiquée actuellement, et c'est quelque chose qui est très à la mode. J'ai entendu tout à l'heure qu'il a été évoqué par Monsieur le Doyen les médecines alternatives et complémentaires. Acronyme les MAC, il faut quand même l'entendre. Et l'hypnose fait partie de cela. Telle qu'elle est pratiquée, c'est l'hypnose ericksonienne. Et quand vous assistez à une formation, parce que pratiquement tout le monde peut se former aujourd'hui, moyennant une dizaine de jours, quand on se forme à l'hypnose, on apprend que nous savons tous ce qu'est l'hypnose. Il nous est arrivé de conduire notre voiture d'un point A à un point B
en pensant à autre chose et sans nous rendre compte du trajet. C'est une forme d'hypnose. Alors dans la douleur aiguë, je vais prendre une manifestation caricaturale. C'est sans doute là que ça peut le mieux marcher, en ce sens qu'il s'agit, par exemple, de détourner l'attention. Quand un patient arrive avec une jambe cassée aux urgences et qu'il crie sa douleur, le réflexe habituel de l'infirmière est de dire « Monsieur, calmez-vous, on va vous donner un antalgique ». Moi, je propose de pousser un cri avec lui, ce qui va suffisamment attirer son attention pour la détourner de la douleur. Évidemment, c'est une forme extrême d'hypnose. Il y a une autre situation, ou d'autres situations où l'hypnose a son intérêt, et ça a été évoqué tout à l'heure, à la fois par David et par M. Loirin, c'est celle des douleurs chroniques, où finalement, il est difficile de savoir quel corps fait mal. Est-ce que c'est le corps de chair et de sang? Est-ce que c'est le corps affecté, comme disent les psychiatres? Est-ce que c'est le corps symbolique? Et là, l'hypnose et l'auto-hypnose qu'apprend le patient lui permet de réinvestir son corps physique et de modifier certaines sensations. L'hypnose ne peut en aucun cas supprimer totalement la douleur. Et une chirurgie qui serait faite exclusivement sous hypnose, ça n'existe pas. Il y a toujours quelques médicaments avec. Rebondir peut-être sur la place de la méditation par rapport à l'hypnose. L'idée de détourner l'attention de la douleur, qui est le propre de l'hypnose, est quasiment l'inverse de ce qui est proposé par les approches de méditation, et en particulier de méditation à la pleine conscience, qui sont proposées dans le monde entier depuis une trentaine d'années dans des cadres hospitalo-universitaires. Ça a commencé aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que ça a commencé il y a une trentaine d'années, en même temps que les cliniques de la douleur aux États-Unis, et que justement ça a essayé de répondre à une faille, en tant plutôt que médecine complémentaire que médecine alternative, qui est d'ailleurs un terme abandonné. Les MAC disparaissent probablement. On ne garde plus que les médecines complémentaires, ce qui est probablement plus respectueux, mais ça veut dire aussi que c'est après que toutes les techniques et les moyens habituels aient été utilisés, que ce soit les médicaments ou des approches chirurgicales ou d'autres approches encore, qui apportent énormément. En complément de ça, parce qu'il y a une faille, on est très loin d'être au médicament qui peut soigner toutes les douleurs, qui peut faire disparaître toutes les douleurs. On peut s'interroger d'ailleurs si ce médicament existait, si les souffrances disparaîtraient pour autant, et votre propos a eu l'air de signifier que bien sûr que non. Mais c'est de s'intéresser à voir comment il est possible pour chacun d'entre nous, lorsque l'on est confronté à des douleurs chroniques, au lieu de faire ce que l'on a tendance à faire d'habitude, c'est-à-dire par tous les moyens possibles de s'éloigner de cette expérience douloureuse, désagréable, soit en l'occultant, soit en l'évitant, soit en trouvant des moyens divers. Mais au contraire, qu'est-ce qui se passe lorsque je fais un acte radicalement inverse qui consiste à aller vers cette douleur, à essayer avec ma conscience, avec mon mental, qu'est-ce qui se passe quand je fais l'expérience de cette douleur? Parce que c'est en quelque sorte, avec un certain apprentissage, le seul moyen de se rendre compte de ce qui est vraiment là, de quelle est la nature exacte de cette expérience douloureuse, et qui donc permet petit à petit de découvrir comment est-ce que je crée par mes propres mécanismes ce qui est la souffrance. Et au travers de cela, petit à petit, de la diminuer, de faire en sorte aussi que par cette approche directe, avec toutes ses composantes, tous les différents corps concernés, mais ce n'est pas intellectuel, c'est juste en termes de sensation. Et on n'a pas l'habitude de faire ça. On a l'habitude de soit n'avoir aucune conscience des sensations dans son corps, dans la vie quotidienne, soit de commencer à avoir l'expérience de sensations dans son corps quand c'est douloureux. Mais on peut aussi se rendre compte, et c'est une des bases des approches, des approches méditatives, qu'on peut faire l'expérience de sensations dans le corps, également quand on va bien, et c'est une façon d'habiter son corps. Et au travers de ça, l'expérience des zones douloureuses, des zones qui ne le sont pas, de quelles sont les sensations, permet petit à petit
de ne plus être restreint à la douleur, surtout chez les douleurs chroniques, et de considérer que à côté de cette douleur qui fait partie de la vie, qui peut être vue, reconnue, accueillie éventuellement, il y a aussi tout un tas de composantes de soi-même, qu'elles soient sur la base de sensations dans le corps qui sont agréables ou sur la base de ce qui est en lien au niveau mental, qui permettent d'élargir le champ et de revenir dans un lien aux autres que vous évoquiez, mais d'une façon très concrète, pas juste intellectuelle, d'une façon expérientielle. Oui. Comment peut-on expliquer les cas d'indifférence totale à la douleur complètement ressentie? Est-ce un ultime réflexe de survie? Là-dessus, il y a des travaux de génétique qui sont très clairs. Il y a notamment, tout à l'heure on a parlé des Baribas au Nigeria. Ils n'expriment pas la douleur, c'est une ethnie qui n'exprime pas la douleur à l'accouchement, aux initiations, aux maladies. Et d'ailleurs, si quelqu'un dans cette ethnie, ce qui est intéressant, montre qu'il a mal, ça veut dire qu'il n'est pas de la famille, il n'est pas de la tribu, c'est que sa mère a fauté. Donc l'absence de témoignage de la douleur est une preuve d'adultère avec une autre ethnie. Ensuite, sur les insensibles à la douleur, il y a une autobiographie très intéressante d'un chirurgien parisien qui est analgésique. Aucune douleur. Et ça, c'est génétique. Il y a une tribu pakistanaise aussi, les Qashqai, et c'est très embêtant parce qu'effectivement, l'espérance de vie des gens indifférents à la douleur est courte. Tout simplement, ils se cassent une jambe, mais ils n'ont pas mal. Et donc, ils marchent avec une jambe. Ils ont un abcès. Vous savez qu'un abcès, c'est une infection. Et ils n'ont pas mal. Donc, ils finissent en mourant par septicémie. Donc, il y a quand même des cas visiblement génétiques ou d'atrophie de certaines parties du cerveau. Si je peux amener un complément. Après les pervers, oui. Ça, c'est autre chose. Il y a effectivement des anomalies génétiques concernant en particulier certains canaux sodium qui permettent la transmission de l'information le long des nerfs. Il y a des gens qui sont congénitalement insensibles à la douleur. Ceci dit, dans les gens qui ne sentent rien, nous avons tous des systèmes de contrôle endogènes qui font que dans certaines situations on ne sent rien. Mais je vous vois faire « non, il n'a rien compris ». Donc, pouvez-vous reformuler, parce que là, j'entends pas et je voudrais pas répondre à côté. Donc, quelqu'un qui sent une douleur et qui ne manifeste pas. Oui? Attendez, on va vous passer un micro parce qu'on n'entend pas, monsieur. Non, mais c'est l'expérience du fakir. Non plus. Non, je crois comprendre. Ce sont des personnes. À la limite, ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport aux sans-abri est un peu dans cette logique-là. Je pense que des personnes, en effet, qui ont vécu un traumatisme, qui sont dans une déroute absolue de leur existence, peuvent être totalement indifférents à ce qui leur arrive. Voilà, ils sont ailleurs, ils sont détachés, ils sont déjà. Il y a une sorte de. Ils sont déjà morts, entre guillemets, presque. Et donc, quoi qu'il leur arrive, ça n'a plus d'importance. Moi, je compléterai parce que je suis d'accord et pas tout à fait d'accord. En fait, il faut se représenter notre cerveau et notre psyché avec un contrôle de la douleur. Je crois que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas des pathologies comme la fibromyalgie, les polyalgies diffuses. Effectivement, il y a des gens qui, par ce contrôle de la douleur, et les douleurs chroniques, elles viennent de quoi? Elles viennent de nos histoires personnelles. Moi, je suis frappé depuis 30 ans de voir que c'est pas n'importe qui devient douloureux chronique. Ce sont des gens qui ont eu très souvent des abus sexuels dans l'enfance, des abus physiques, ce qu'on appelle, nous, des syndromes de négligence. Négligence, qu'est-ce que ça veut dire? Mes parents m'ont tout amené sur le plan matériel, mais je n'ai pas eu d'amour. Ensuite, des épisodes dépressifs, etc. On voit vraiment que dans la trajectoire du douloureux chronique, il y a des carences affectives et des traumatismes psychiques biographiques, diachroniques, comme on dit. Ça, c'est pour vous dire que certains ont donc une sorte de contrôle de la douleur psychique, mais qui est débordé, qui est submergé. C'est un tsunami qui arrive. On leur fait ça sur la main, ils ont très mal. Et d'autres, à l'inverse, et c'est pour ça que le fakir est une bonne image, moi, que je donne à mes patients, il s'allonge sur une planche à clous. L'autre, il va marcher dans les braises là, qui sont là, à 3000 degrés. Il n'a pas mal. Et pourtant, il y a des lésions. Pourtant, il va avaler des sabres. Ça, c'est une très bonne question. C'est le contrôle de la douleur, qui est plutôt cortical quand même. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, désolé. Bonsoir.
Entre la notion de souffrance et la notion de douleur, j'ai cru percevoir qu'il y a une forme d'acceptation de la douleur quelque part, et ça me fait penser au mythe chrétien de rédemption par la douleur, et j'aimerais bien que vous m'en parliez. Je vais compléter, parce que c'est la même question, elle s'adresse à David Le Breton. N'y a-t-il pas eu, dans l'histoire de l'humanité et de fait dans l'histoire des religions, une certaine forme de sacralisation de la douleur ? Oui, mais qui est en même temps, là en l'occurrence, différente de la rédemption. Je pense l'idée de la rédemption dans le christianisme est pour moi une figure anthropologique. On la rencontrera sous d'innombrables autres formes à travers le monde. Le monde chrétien a puisé dans cette dimension-là, justement pour faire en sorte d'ailleurs que la souffrance disparaisse, pour qu'il n'y ait plus que de la douleur. Et c'est toute l'histoire du mysticisme. Alors je reprends, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, j'appelle souffrance le ressenti de la douleur, la mesure subjective, l'intensité en quelque sorte de la douleur. Et je vous ai dit, il y a des douleurs sans souffrance, et il y a des douleurs avec énormément de souffrance. Le monde chrétien, je pense, a inventé une forme d'antalgie symbolique, on pourrait dire, à une époque où il n'y avait pas d'autre moyen de prendre en charge la douleur. Le problème, c'est à partir dans le courant du XXe siècle, quand on avait d'autres moyens pour soulager la douleur, et que la rédemption est devenue une espèce d'idéologie. Mais elle est d'abord, en effet, comme le disait Israël, une forme de sacralisation pour beaucoup de sociétés humaines. On n'a pas parlé des rites de passage, par exemple, mais les rites de passage, on les retrouve aux quatre coins de l'univers. La douleur est infligée à des jeunes, à des garçons ou à des filles, pour devenir enfin des hommes ou des femmes. Et là, vous retrouvez ce qu'on a évoqué tout à l'heure aussi avec André, c'est que la douleur nous transforme. Mais elle peut nous transformer pour le meilleur. Et là, en l'occurrence, dans les rites de passage, par exemple, il s'agit d'expulser en quelque sorte l'enfant de ce qu'il était pour faire advenir un homme ou une femme. La douleur va être l'opérateur symbolique en quelque sorte de la transformation. Et les sociétés humaines donc vont énormément inventer des moyens pour faire mal, mais ceci dit, je peux aussi vous assurer, pour avoir évidemment énormément lu sur le sujet, que la souffrance n'existe quasiment pas chez ces initiés. D'ailleurs, rappelez-vous qu'Amaralai, l'enfant noir, par exemple, je crois qu'un film vient d'être construit autour de ce livre, mais c'est un petit roman que vous trouvez absolument partout et qui montre comment un jeune homme, je ne sais plus dans quelle société, ça m'échappe, dans une société africaine en tous les cas, va vivre son rite de passage. Et il pense à la circoncision et il dit « Oh là là, ça va sûrement me faire énormément mal ». Et puis il se dit « Oui, mais mon père est passé par là, mes aïeux, etc. Il faut que je montre vraiment que je suis un homme ». Et en effet, quand Amaralai décrit sa circoncision, il reste ferme, il reste stoïque, il n'est pas envahi par la souffrance. Il a une espèce d'imagerie mentale en quelque sorte qui fait qu'il a devant lui une immense assemblée de tous ceux qui sont passés par là auparavant. C'est donc absolument pas un dolorisme en l'occurrence, c'est absolument le contraire d'un dolorisme, c'est briser la dimension de souffrance de la douleur pour en faire plutôt une dimension d'initiation, de passage, d'augmentation de soi, de mûrissement de soi. C'est toujours la dimension du sens qui est en jeu. Je vais peut-être faire un... Qui intervient ? Non, mais on va... Le micro, s'il vous plaît, parce que sinon on n'entend pas. Ça se transforme en dialogue. Sans cela, il n'y a pas de dialogue. Non, simplement, dans le mot rédemption, je pensais à péché originel. C'est Saint-Augustin. Oui, mais c'est l'idée aussi c'est l'idée du sacrifice, c'est l'idée en effet de... C'est très compliqué. Je trouve que c'est extrêmement compliqué, même d'ailleurs dans la tradition chrétienne, parce que cette idée de la douleur qui sera associée au péché originel, elle est aussi contredite d'une certaine manière par les évangiles. Jésus ne cesse de se... Je ne veux absolument pas défendre d'ailleurs la tradition chrétienne ou catholique, ça m'est un peu indifférent. En même temps, je trouve que beaucoup de choses totalement fausses sont dites à cet égard. Et donc dans l'évangile, on voit Jésus qui soigne les malades, qui même ressuscite les morts, etc. On le voit sur la croix, on ne peut vraiment pas dire que ce soit l'éloge de la douleur. À un moment donné, il se tourne vers le ciel en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» etc. On est donc loin d'être dans une vision univoque et perverse en quelque sorte d'une tradition religieuse qui aurait voulu manipuler les gens, etc. C'est infiniment plus compliqué. C'est cette dimension donc d'une souffrance qui peut nous permettre
de vivre une métamorphose heureuse, entre guillemets. Et c'est ça qui va permettre à d'innombrables croyants, qui va permettre aux mystiques de désamorcer la souffrance, oui, qui est la leur dans l'expérience de leur douleur. Je pense au texte qui est quand même très beau de Blaise Pascal, le bon usage. Prière pour le bon usage des maladies, où Pascal explique qu'il souffre, il a mal, etc. Et à un moment donné, il dit, mais en même temps, je suis tellement heureux de savoir que je prends sur moi une partie de votre douleur sur la croix. Et là, on retrouve l'imagerie mentale, on retrouve l'hypnose aussi, penser à autre chose, détourner l'attention, penser que la douleur sert à quelque chose. Sinon, quelle est l'alternative? Une douleur qui ne sert à rien. Et c'est une douleur, dans ce cas-là, complètement écrasante, destructrice. C'est une souffrance absolue. Donc, il faut trouver une signification. Notre culture, enfin une partie en tous les cas de nos cultures européennes, ont trouvé à un moment donné une technique d'antalgie purement symbolique parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen à l'époque pour soulager la douleur. Je pense que s'il y avait eu d'autres moyens, d'ailleurs, jamais cette idée de la rédemption n'aurait eu une telle importance dans le cours de l'histoire. Mais il n'y avait pas d'autre moyen de soulager la douleur que de penser que c'était une manière de participer aux douleurs du Christ. Alors, à mes côtés, il y a deux jeunes filles qui viennent du lycée de Münster et pour leur TPE, elles ont envie de poser des questions avant de reprendre le train. Alors, on vous laisse les poser. Bonsoir. Alors, est-ce que la prise trop fréquente d'antalgiques réduit leurs effets bénéfiques face à la douleur? Ou peuvent-ils faire effet placebo? Si je peux poser une question, c'est quoi un TPE? On voit que ça fait longtemps que tu n'étais plus à l'école. Hein. Alors, c'est travaux personnels encadrés. Encadrés par qui? Par la CIA. Bon. Ça, c'est moi qui l'ai dit, ce n'est pas elle. Hein. Alors, décharge. Hein. Je vais répondre Des enseignants. rapidement parce que je pense qu'il y aura d'autres questions sur ce qui est de la pharmacologie. Alors, il y a l'antalgique le plus connu, bien sûr, c'est la morphine et ses dérivés. Quelqu'un a évoqué tout à l'heure l'addiction. Les morphiniques, de façon générale, font partie des molécules qui, en activant un système de récompense cérébrale, ont un potentiel addictif, c'est-à-dire qu'on a tendance à reprendre pour le bien que ça procure. Et ça calme certaines douleurs, il faut qu'il y ait un mécanisme précis. Jimmy Voirin a abordé tout à l'heure les douleurs de lésions nerveuses. Là-dessus, ça ne marche pas bien. C'est sur les douleurs en rapport avec un dégât tissulaire. Mais il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est que de prendre de la morphine, même quelques jours, fait passer l'organisme en déséquilibrant des systèmes que l'on qualifie d'homéostatiques, vers une situation où il va plus ressentir la douleur, donc on peut avoir des échappements. Et ça a été souligné tout à l'heure par M. Noirin, de prendre des médicaments pour calmer les douleurs est finalement une situation que nous rencontrons, je dirais quasiment au quotidien au centre de la douleur, et nous passons plus de temps à sevrer des patients qui ont indûment reçu des morphiniques, le motif principal étant l'anxiété du médecin qui ne sait plus quoi faire et qui, devant la plainte, qui est en fait une souffrance, corrige ça en donnant un morphinique. On passe plus de temps à faire des sevrages qu'à donner. Donc il y a, pour certaines molécules en tout cas, un échappement, voire une aggravation des douleurs qui font que ça n'est pas une solution au long cours pour tous les patients. J'ajouterais même également qu'on a une potentialisation de la douleur par la morphine qui induit à des véritables escalades thérapeutiques et on a des hyperesthésies liées à la morphine mais pas liées à la pathologie initiale. C'est-à-dire que souvent on voit ça chez les personnes âgées, on leur met un petit patch de morphine et tout ça et puis la douleur augmente, on augmente la morphine, la douleur augmente encore plus et on arrive à des doses de morphine qui sont absolument ahurissantes tout simplement parce qu'on n'a pas pris en compte l'hyperesthésie induite par la morphine. De même que pour certaines pathologies, elles sont induites par les antalgiques. On parle également de céphalée par abus médicamenteux.
on a des maux de tête, des migraines, mais on prend des médicaments, mais en fait, l'abus de médicaments va aggraver les migraines ou les céphalées. Donc il faut aussi prendre en compte la dimension d'abus médicamenteux et la dimension de surtraitement, et quelquefois la réponse peut être un petit peu facile à la morphine, où on prescrit de la morphine à des fois des patients qui ont des douleurs neuropathiques, et on sait très bien que cette morphine n'aura aucun effet, si ce n'est bouleverser l'homéostasie du corps et rajouter des complications à quelque chose qui n'est pas adapté. Si je peux rajouter un petit point de pharmacologie, mais très rapide. C'est très intéressant ce qu'on vient d'entendre sur la morphine. Avant, on entendait le contraire. Il ne fallait jamais en prendre parce que c'était le mal absolu, la déchéance et carrément le basculement dans la pègre, puisque morphine égale trafic, égale... Donc c'est très intéressant. Il y a une grande évolution entre la non-prescription et la surprescription, je serais entièrement d'accord avec. Et ça dépasse totalement l'art médical, où là on revient à des éléments de sociologie du médicament. L'autre point, quand même, vous avez parlé de placebo, ceux qui me connaissent dans la salle savent qu'il ne faut pas me lancer là-dessus, donc je ne me lancerai pas. Mais je pense que, simplement de manière provocante, après la morphine, un des meilleurs antidouleurs, c'est le sucre en poudre. Qui active d'ailleurs des mécanismes endorphiniques, donc de morphine endogène. Donc c'est des cousins. Hein. Le chocolat aussi. Il vaut mieux bouffer du sucre que de la morphine, hein, si j'ai un conseil à vous donner. Et le meilleur sucre en poudre, c'est quand on croit que c'est de la morphine d'ailleurs. Madame, oui, on vous écoute. Bonsoir, j'aimerais est-ce que vous pouvez développer la prise en charge des douleurs neuropathiques ? Enfin, dire un mot sur comment prendre en charge les... Un mot, ça va être compliqué parce qu'en général, la prise en charge des douleurs neuropathiques, elle est vraiment multidisciplinaire. Et à l'évidence, il y a une prise en charge pharmacologique des douleurs neuropathiques, il y a une prise en charge également globale. Hein. Je crois que la prise en charge, elle est multidisciplinaire de la douleur, et encore plus peut-être pour les douleurs neuropathiques. Parce qu'elles sont peut-être un petit peu négligées par la part de certains médecins et certains chirurgiens également. Mais en même temps, il y a pas beaucoup il y a plusieurs façons de la traiter, et certains médicaments sont très spécifiques des douleurs neuropathiques, et un exemple assez net, c'est la prescription d'antidépresseurs et d'anti-épileptiques pour le traitement des douleurs neuropathiques. Et il est vrai que ces traitements-là sont pris par le patient lui-même pour un mépris vis-à-vis de sa propre douleur, mais en fait on sait que ce sont ces médicaments-là qui vont être le plus efficaces sur les douleurs neuropathiques, contrairement à la morphine et d'autres antalgiques particuliers. Et il faut bien aussi prendre le temps d'expliquer aux malades pourquoi on prescrit ces traitements, et on ne sous-entend pas qu'ils sont dépressifs, même si les douleurs chroniques sont souvent dépressifs, mais c'est parce que par des mécanismes biochimiques et biologiques, on va agir sur certains récepteurs nociceptifs, et par laquelle on va avoir un traitement spécifique. La chirurgie, elle peut intervenir également parce qu'en fait, on va induire un signal qui va contrecarrer le signal douloureux. Donc, c'est la théorie du gate control de la porte, c'est-à-dire qu'on va stimuler les cordons postérieurs de la moelle, par exemple, et qui va rétablir l'équilibre avec le signal douloureux neuropathique. La douleur, elle est en fait quasiment naturelle, et quand on se donne un coup de marteau sur le doigt, comme j'ai dit tout à l'heure, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se frotte, on souffle, et on va induire inconsciemment cette théorie du gate control. On va stimuler les systèmes sensitifs tactiles pour contrecarrer l'effet de la douleur. Et la stimulation, la douleur neuropathique, elle est induite par une lésion nerveuse, lésion visible ou invisible dans des médicaments, des toxiques, quelques chimiothérapies quelquefois. On peut avoir une douleur neuropathique sans lésion visible, mais on sait qu'on a une atteinte purement du nerf, et là, on va avoir une diminution de la sensibilité. En fait, souvent, la douleur, c'est dans un endroit qui est endormi, et la neuromodulation va pouvoir stimuler les cordons postérieurs de la moelle pour contrecarrer l'influx douloureux neuropathique en lui-même. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais en fait, on arrive plus souvent à traiter ces douleurs par des neuromodulations que des chirurgies purement lésionnelles, même si je crois qu'il y a encore quelques places pour certaines chirurgies purement lésionnelles. Et puis, il y a la prise en charge psychiatrique, la prise en charge par les médecines complémentaires, c'est ça ? Je me trompe, les MAC. Il y a différentes prises, et ça, je crois que peut-être qu'André Muller pourra en parler un mot. MAC est tellement breveté. Oui, Monsieur ? Oui, comment la douleur
comment la douleur s'inscrit dans le corps. Par exemple, lorsqu'on a un membre comme coupé, on peut avoir encore mal, c'est-à-dire qu'on a une information de souffrance pour une douleur qui n'existe plus. Alors, est-ce qu'il y a une inscription en nous qui s'est faite? Membre fantôme, oui. Le membre fantôme en soi n'est pas une douleur. Vous avez probablement, dans la grande majorité d'entre vous, pour la grande majorité, éprouvé ce qu'est un membre fantôme. Vous savez où sont vos joues, mais si vous ne les touchez pas, vous ne les remarquez pas. Il suffit qu'un dentiste vous fasse une anesthésie locale et supprime les informations pour que vous ayez la sensation de la présence de cette joue. C'est ce qui se passe chez quelqu'un à qui on coupe la jambe. On a une représentation du schéma corporel, on enlève des informations qui viennent de cette région et on a la perception vivace du membre absent. C'est quasiment comme dans l'état amoureux. Alors, il arrive parfois que des gens aient des douleurs dans le membre fantôme, et ces douleurs sont d'autant plus fréquentes que les gens avaient auparavant des douleurs. Ça veut dire que pour toute douleur par lésion, là c'est par exemple de l'artérite, toutes ces douleurs, pour peu qu'elles durent assez longtemps, laissent une trace, une mémoire qui n'est pas seulement affective, se souvenir combien ça a fait mal, mais aussi sensorielle. Il y a une trace sensorielle de tout ce que nous avons vécu et qui, du fait de la lésion nerveuse, peut se réactiver. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Bonsoir, je profite des neuropathies. J'ai un frère qui est paraplégique suite à un accident de moto, il y a 8 ans. La neuromodulation ne marche pas. Il ne veut pas prendre de la morphine pour pas tomber. Et ce que je viens d'entendre ce soir me conforte là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour l'aider? Parce qu'il est au maximum des médicaments, il s'inquiète pour son foie. Sachant que je m'intéresse à des recherches sont menées en EMDR. Il y a par exemple Cyril Tarquinio qui est à Metz, qui fait des recherches là-dessus. Et il y avait un motard avec une jambe arrachée et le pelvis arraché qui avait été traité en EMDR par rapport à la culpabilité, le côté un petit peu psychique des conséquences de son accident. Donc est-ce que vous, à Strasbourg ou à Montpellier, vous avez connaissance de telles recherches? Alors, pardonnez-moi, juste avant de répondre, je voudrais juste signaler qu'il y a Camille Comparon et Marc Maillard qui demandent aussi la parole. On peut les laisser s'installer. Pour dans 5 minutes à peu près, ils pourront poser leurs questions, n'est-ce pas? Voilà, on vous laisse répondre. Je crois que oui, dans les douleurs neuropathiques, proprement dites, il y a quand même toujours un aspect psychologique. Moi, j'ai le souvenir d'un homme qui avait eu un accident de camion, chauffeur poids lourd, et on l'avait amputé du membre inférieur. Et puis 30 ans après, sa femme décède, et là, quasiment dans les suites du deuil, souvenez-vous, deuil, douleur, dolus, il présente une douleur du membre fantôme, mais typique. Alors là, c'est vrai que en fait, la question qui était posée, c'est très intéressant, c'est la mémoire de la douleur. Le modèle qu'on a, c'est que notre cerveau est comme un disque dur. Vous savez, dans un disque dur de plusieurs gigas, milliers de gigas, voilà. Mais incontestablement, je crois que même dans les douleurs neuropathiques, qui sont pourtant le modèle, on va dire, le plus neurologique, quelque part, pur. On coupe le nerf, c'est comme un câble, il fait des étincelles, des courts-circuits, et c'est normal. Et bien même là, je crois qu'il y a des facteurs psychologiques qui apparaissent. Après, le MDR, comme toutes les autres techniques psychothérapiques, tout est ouvert. Je crois qu'il n'y en a pas une qui soit meilleure que l'autre. C'est surtout la démarche, travailler la culpabilité, le syndrome de stress post-traumatique, beaucoup de choses. Voilà, je crois que c'est ouvert. André Muller. Je vais faire le candide MDR. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que ça veut dire. Mais moi non plus, c'est pour ça que je pose la question. MDR, mort de rire? Comme dans les SMS? C'est un terme américain, alors je suis très mauvaise en anglais. C'est
Ice movement, rapid, enfin c'est Ice sur movement, les yeux. désensibilisation and reprocessing. Désensibilisation et reprogrammation par les mouvements oculaires. D'accord, Voilà. d'accord. Mais c'est de Alors, la thérapie. Hein. Puisque vous... Oui, ça je connais par les mouvements oculaires. Mais MDR, comme ça, j'étais... Oui, c'est Vous avez évoqué une neuromodulation. Alors, je ne sais pas Alors- ce qu'il a comme type de neuromodulation. Ça, c'est la première question qu'il faudrait poser, mais on n'est pas là pour faire une consultation. Est-ce qu'il est stimulé sur la moelle? Est-ce qu'il est stimulé sur le cortex moteur? Alors- Je n'en sais rien. Non, Et- je me suis mal exprimée, c'est les stimulations qu'on a sur la peau. D'accord. Ah, d'accord. Donc ça... Électrostimulation. Alors, la Et ça, ça stimulation marche pas. transcutanée, Voilà. quand il y a des cordons postérieurs, puisqu'il y a une section de la moelle, il y a une partie de la moelle qui est utile pour la stimulation électrique, qui est probablement sectionnée, il y a sans doute d'autres possibilités de stimulation ou de neuromodulation. Je suppose. Hein. Et la neuromodulation, c'est quelque chose effectivement de très large. Hein. J'essaye d'être un petit peu plus généraliste que de dire telle ou telle technique peut permettre de soulager les douleurs, mais la neuromodulation, c'est une... on peut parler de neuromodulation pharmacologique dans certains cas où on utilise des traitements en intratécal. Là, c'est pas de l'électricité, mais ça va être directement le médicament qui va agir au niveau de la moelle épinière. Donc, je ne veux pas rentrer forcément dans les détails, mais en termes de neuromodulation, il y a beaucoup de thérapies dont on peut proposer. Il y a même une revue scientifique qui s'appelle Neuromodulation. Mais ce n'est pas forcément que de l'électricité. On ne stimule pas forcément que la moelle. On peut stimuler plein d'autres choses. Mais on sait que dans les sections de moelle, effectivement, s'il n'y a plus de cordon postérieur, stimuler la moelle en général ne sert effectivement pas à grand-chose. J'avais envie de poser une question pour revenir à l'éthique. Comme notre président d'université, il était préoccupé qu'on parle d'éthique. Tout à l'heure, Fabrice Lorrain exprimait quelque chose qui est vrai, qu'on a cherché à enlever les douleurs au début de la vie et à la fin de la vie. Et il y avait comme une petite tonalité de reproche, notre société qui effacerait des douleurs importantes à des moments de tournant de la vie. Donc j'aurais voulu creuser un tout petit peu cette tonalité de reproche et je compléterai ma question à l'égard de David Le Breton et d'André Muller sur les douleurs de la naissance. Bien sûr, ça me concerne, mais depuis 35 ans, je vois des femmes confrontées à l'accouchement, les unes qui ne sentent tellement rien qu'elles arrivent à dilatation complète sans avoir rien senti, que parfois elles accouchent sans même ne rien sentir, et les autres nous exprimant un souvenir de leur douleur à 10 sur une échelle de 10, c'est-à-dire le niveau d'un doigt qu'on aurait coupé. C'est le même mécanisme physiologique, et pourtant, alors, s'agit-il de mécanismes physiologiques différents? S'agit-il de vécu? S'agit-il de mères qui leur ont dit « ma fille, tu vas voir, c'est horrible » et d'autres qui ont une transmission de la naissance comme étant plus simple et moins douloureuse? Donc ma question d'abord s'adresse à Fabrice Lorrain, mais également à vous deux. Oui, ça peut paraître paradoxal qu'un médecin de la douleur qui consacre une grande partie de son activité à soigner la douleur des gens, des fois s'interroge sur le sens de sa mission. Et c'est vrai que je me la pose souvent cette question, c'est essayer de prendre du recul face à notre pratique et se dire, mais est-ce que je ne suis pas agi par des mouvements sociologiques qui me dépassent? Voilà, donc il m'arrive de me poser la question, est-ce que c'est bien ce que je fais, de supprimer la douleur Après, je vais rebondir avec humour, finalement, sur le premier anesthésiste de l'histoire de tous les temps. C'est Dieu. Relisez la Genèse Bereshit 2, verset 2, 21, de mémoire. Et Dieu fit tomber sur Adam un endormissement, juste pour extraire Ève. Donc on dit que voilà. Et alors, je me posais la question tout à l'heure sur l'hypnose, je me disais, mais finalement, est-ce que Dieu n'a pas hypnotisé Adam ? Dans La montagne magique de Thomas Mann, je crois que c'est le personnage de Settembrini qui dit que le grand projet des sociétés humaines devrait être la suppression de toutes les souffrances.
C'est évidemment un fantasme absolu qui n'a d'ailleurs aucun sens, parce que ce qui fait là aussi le goût de vivre, c'est qu'on nous sommes chacun dans nos vies avec des hauts, avec des bas, et que nous sommes vulnérables, que nous sommes fragiles, mais si nous étions dans la toute-puissance en permanence, où serait notre goût de vivre? Je crois que nous devons justement à cette fragilité qui est la nôtre, notre ferveur d'exister, notre bonheur d'exister. Et puis après, Israël pose une question effectivement très polémique, c'est pour ça que je n'aime jamais trop l'aborder. C'est la douleur donc au moment de l'accouchement. Pourquoi tu me regardes? Non, je ne sais pas si tu as la même expérience que moi, mais la dernière fois que j'ai parlé de ça, d'ailleurs c'était sur France Inter, à la tête au carré, il a suffi que je dise que, comme toi, que des femmes ne ressentent pas la souffrance, en tous les cas, même si elles ressentent une douleur. Et puis des auditrices ont dit, mais c'est encore un homme qui parle, il comprend rien, il n'a jamais vécu. Bon. Et j'ai tellement entendu ça dans ma carrière d'anthropologue. Donc il y a en effet ces différences, d'ailleurs qu'on retrouve dans les sociétés humaines. Tu sais qu'il y a aussi des sociétés où les femmes accouchent dans la jungle tranquillement, avec souvent une femme qui les accompagne. D'ailleurs, c'est aussi l'accouchement est un phénomène plutôt féminin dans la majorité des sociétés humaines. Donc des femmes accompagnent d'autres femmes, et puis généralement sans énormément de douleur ou de souffrance, plus exactement. Alors d'où ça vient? J'ai pas une réponse, mais il est clair que tu as commencé à l'esquisser, parce qu'il faudrait prendre l'histoire de vie de chaque femme. Il faut savoir si c'est un enfant du désir, un enfant du viol, un enfant énormément attendu. Est-ce que la transmission, tu as raison, c'est-à-dire est-ce que la mère a dit ma fille c'est une expérience absolument épouvantable, abominable, etc. Ou est-ce que la mère a dit c'est une expérience merveilleuse, tu vas avoir la part du copain, du mari, du compagnon qui va tenir sa main, qui va lui parler, etc. Ou au contraire l'absence, parce que l'homme n'est pas là et il a laissé son épouse absolument toute seule. Ce sont une multitude comme ça de dimensions, de sens qui vont moduler le rapport à la femme. Je me rappelle d'ailleurs aussi dans les témoignages que j'évoque, une sage-femme, une femme qui a accouché, je crois, une dizaine d'enfants, j'ai plus en tête mon histoire, mais elle a beaucoup accouché. Elle dit, ça s'est toujours merveilleusement bien passé, ça a toujours été pour moi un grand bonheur. Et puis, pour le 11e ou le 12e, je ne sais plus, je suis tombé avec une sage-femme qui était vraiment bête et méchante. Elle me disait, faites ci, faites ça, mais enfin, vous ne comprenez rien, etc. Ça m'a tellement mis hors de moi que j'ai énormément souffert ce jour-là. Voilà, un grain de sable, par exemple, mais c'est du sens, là aussi, c'est pas du mécanique. Hein. Oui, André Muller, puis après on va passer. Moi, je suis pas. Bon, tout ce qui vient d'être dit est juste. Mais nous sommes des mammifères. Et comme toutes les espèces, le but avoué, c'est de se reproduire. Alors pourquoi la nature aurait fait que l'accouchement soit douloureux, alors que nos ancêtres qui vivaient dans les cavernes, si c'est douloureux, si ça terrasse la femme qui accouche, elle est à la merci des prédateurs. Partons donc de l'hypothèse qu'il y a des systèmes très puissants qui sont à l'œuvre pour procurer une analgésie lors de l'accouchement. Alors il y a les systèmes opioïdes, il y a, et l'un des antalgiques les plus puissants qu'on connaisse aujourd'hui, c'est l'ocytocine, qui est quand même l'hormone de l'accouchement. Donc il y a des systèmes antalgiques, et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, dans certaines situations, indépendamment d'incongruence anatomique, comme vous pouvez en observer, pourquoi ces systèmes ne fonctionnent plus aussi bien qu'ils ont probablement fonctionné chez nos ancêtres. Alors je vous propose, je vous mets tous dehors à poil pendant un quart d'heure et vous allez voir si vous supportez le froid. Je pense que notre mode de vie a fait que des systèmes antalgiques qui devraient être à l'œuvre sont moins efficaces qu'il ne l'était autrefois. Ce sur quoi se greffe ce qui a été dit par le psychiatre et par l'anthropo-sociologue, voilà. Le spécialiste de la douleur, David Le Breton. Alors, juste, il y a une demande de parole donc, de la part de Marco et puis de Camille, mais juste cette information-là, c'est vrai que j'ai oublié de vous la donner, c'est que nous sommes filmés, bien évidemment, nous sommes diffusés sur le site du Forum européen de bioéthique.eu et nous sommes également sur le site de Stras TV, notre partenaire avec Boulevard des Productions. Nous sommes également sur le site des DNA. Voilà, comme ça, vous pourrez nous retrouver et même suivre en direct l'ensemble des rencontres débats qui se passe ici. Et je vous passe le micro parce que ça fait déjà un moment que vous attendez. On vous écoute.
Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes des artistes et nous avons observé les débats, écouté également, surtout. Et comme vous le voyez, nous avons un petit carnet, nous avons pris des notes et nous vous proposons une petite restitution à notre manière de ce que nous avons entendu, une sorte de petit résumé. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, dans une salle d'hôpital, dans un hôpital de jour pédiatrique. C'est parti. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Ça va? Bonjour docteur. Alors attends. Ça va pas très bien. Je retrouve ton dossier, attends. C'est juste que je déteste avoir les spots dans la tronche. Attends, je vais demander à l'infirmière. Oui. Sylvie, vous baissez les néons? Le petit supporte pas. Ouais, merci Sylvie. J'arrive. Non, je fais ce cas-là et j'arrive. Ouais. Alors, Gaëtan. Alors, comment tu vas aujourd'hui, Gaëtan? Ben ça va pas très bien. Ça va bien? Non. Alors, tu as mal? Oui, j'ai mal. Alors écoute, on va essayer de quantifier, de mesurer ta douleur, d'accord? Alors, si je te dis, sur une échelle de 1 à 10, combien tu as mal? 7. Mais c'est largement inférieur à la douleur de ma maman lorsqu'elle m'a mis au monde. 7. Quand même, hein? Comme disait Kouchner, avoir mal, c'est pas normal. Alors attends. 7. Et dis donc, c'est mieux que le mois dernier. Le mois dernier, t'étais à 8. Il y a un progrès. C'est mieux. Hein? Alors, on va pas changer les... voilà, on garde ces analgésiques. Ok, alors attends. Vous savez, juste, si on garde les mêmes, si c'est de la morphine, et que moi je crois que c'est de la morphine, vous pouvez me donner du sucre en poudre, ça fera l'affaire. Mais non, Gaëtan, on donne pas du sucre en poudre, attends. Hein? Faut faire attention aux excès. Vous savez... Mangerbouger.com, hein? Alors, écoute, au vu de tes analyses sanguines, bon, il y a un net retour à la normale sur la plupart de tes paramètres. Ça, c'est bien. Youpi. Hein? Alors, maintenant, si je te repose la question, tiens, là, en 2-3 minutes, est-ce que tu es sûr que tu as mal à 7? Réfléchis bien. 6,5? Non, 7. 7? Gaëtan, est-ce que tu sais vraiment ce que c'est que la douleur? Je te demande, c'est quoi la douleur? Qu'est-ce que tu dirais avec tes mots d'enfant? Je dirais, c'est... D'abord, c'est pas... On dit pas la douleur, on dit, je dirais, les douleurs. Et je dirais que la mienne, c'est une sorte d'aperçu de l'enfer. Ah oui, quand même. Moi, c'est ce que je dirais. Oui. Mais c'est parce que je pourrais être comme un poisson dans un petit fleuve avec un bon petit coup de queue, mais... Ça, c'est ce que mon papa, il me dit toujours. Oui. Mais... Gaëtan, est-ce que tu aimes venir ici? Est-ce que tu aimes venir à l'hôpital? Tu n'aimes pas venir à l'hôpital? Non. Et quand tu sais que tu vas devoir venir, est-ce que tu te sens un peu stressé, un peu pas bien? Oui. Hein, tu te sens un peu pas bien? Tout à fait. Peut-être que ton stress, tu vois, peut-être qu'il augmente ta sensation de douleur de 7. Peut-être que c'est pas vraiment 7, mais j'entends que tu es à 7. Mais peut-être que le stress, tout ça, le pas envie, la peur des piqûres, peut-être que ça fait... Tu sais, la douleur, c'est avant tout une souffrance. Vous devriez plutôt faire une enquête policière pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et faire des propositions pour reformuler. C'est ça que vous devriez faire. Bon, tu sais, c'est bien d'avoir un peu mal. Tu sais, la douleur, ça a la fonction de gardien de la vie. Quand t'as mal, tu te dis, c'est bon, je suis en vie. C'est bon signe. Ouais. Et c'est une information du corps vers l'esprit. Ça veut dire que t'as au moins un esprit. Ça, c'est super. Bon, alors par contre, mais Gaëtan, vous savez, je veux juste vous dire que Descartes, il s'est trompé. Parce que c'est plutôt Spinoza, on n'est que un, vous savez. Alors, voilà, il faut respecter la douleur aussi. Oui. Est-ce que vous avez des tatouages, docteur? Non, je n'ai pas de tatouage, Gaëtan. Dommage, parce que sinon vous comprendriez mieux. Bon,
Bon, Gaëtan, par contre, il va falloir faire des examens complémentaires. Hein. Ça, je ne peux pas te cacher que ça fera un petit peu mal. Enfin, t'en as déjà eu, hein, tu les connais. Ouais, mais quand même, hein. Quand même quoi? Vous savez, le 21e siècle, c'est le siècle de la jouissance, alors j'ai l'impression d'être passé à côté, hein. Oui, enfin, t'es un petit peu jeune pour jouir, hein. On va... Hein? Oui, là, mais- on va rester sur la douleur. Mais vous, docteur, parce que vous savez, j'ai entendu qu'il y a certains qui ressentent l'orgasme que quand ils ont mal. Alors, si vous faites partie de ces gens-là... Non, Gaëtan, D'accord. Gaëtan, on va rester sur ton cas. Alors, Il faudrait... oui, Ma potence, il oui, voudrait attends pas... un instant. Bon, on est bon. Oui, oh là, allez, oh là, oui, ta potence est un peu vide, là, dis donc. Oui, il faudrait la changer. Ah, comment ça marche, ce truc? Il faut dévisser, je crois. Ah, Ah, ça c'est ah, trop, non, c'est trop. trop. Attends, je vais régler, hein, je vais régler. Oui, attends. baisser, Attends. baisser. Oh, putain. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Non, ça va, Gaëtan, ça va. Est-ce que tu pourrais juste essayer, s'il te plaît, de soulever avec moi la partie haute de la potence? Ah, putain de Ah, tasse. on dirait que vous avez un esprit aussi. Gaëtan, Ah. soulève-moi la potence, s'il te plaît. Non, Vers le haut, je suis désolé, mais c'est vraiment coincé. Moi, je vous conseille d'aller plutôt vers votre douleur plutôt que d'essayer de l'éviter, vous savez. Il faut faire face aux choses. Putain de merde. Oh Mais là ça là. saigne. Moi Oh, qui me- ta race. Ça, c'est pas gentil à dire. Il Mais faut... bon, là, j'ai autre chose à foutre que d'être poli, Gaëtan. Ah, mais je suis bien entaillé, là. Ah. Oh là là, laissez-moi trouver quelque chose à vous répondre. La douleur nous transforme, n'est-ce pas, docteur? En tout cas, je ne vous reconnais pas beaucoup. Gaëtan, Oui, docteur. tais-toi, Gaëtan. D'accord? T'as pas idée comme ça fait mal, cette saloperie. Vous, sur une échelle de 1 à 10, docteur, vous Gaëtan. avez mal à combien? À 10. Est-ce que vous êtes un peu stressé quand vous venez soigner les enfants? Vous avez l'air un peu stressé, docteur. Oui, je suis allée trop vite, là. Tellement de boulot, là. Je me suis... Ah, c'est quoi ces trucs, pas... Vous J'ai savez, chopé le tétanos, là. je vais vous dire, docteur, juste derrière le centre de la douleur, dans notre cerveau, il y a le centre de l'empathie. Et le mien fonctionne à fond. Je suis avec vous. C'est comme si on était un homme et une femme préhistoriques autour d'un feu et qu'on ne se connaissait pas, mais qu'on aurait un lien social. Vous comprenez? Gaëtan, je pense que tu délires un petit peu. T'as de la fièvre? Non, c'est rigolo quand même. Quand on est sous analgésique et on meurt aussi sous analgésique. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait au milieu? Rappelle-moi, Vous voulez prendre des notes, docteur? Gaëtan le Breton, t'es pas le fils du philosophe, là, du sociologue, Enfin, le mec qui se torture les méninges, là? C'est vrai. Papa me dit toujours comment vivre l'expérience de la douleur le soir. Mais il me raconte des belles histoires. Vous savez, docteur, est-ce que vous pourriez me dessiner ma douleur, s'il vous plaît? Quoi? Dessine-moi ma douleur, docteur. Quoi? Dessine-moi ma douleur. Tu veux que je dessine ta douleur? Oui. Enfin, je sais que tu es médecin, hein, pas... Bon, je suis pas super douée. Dessine ta douleur. Je sais pas, moi. Tu m'as dit qu'elle était à 7. Alors, je sais pas, à 7, ça ferait quelque chose dans ce genre-là. Tu vois, voilà, un truc un peu... Oh non, celle-là, elle est beaucoup trop frêle. Trop frêle. Non, celle-là, elle est toute bouffie. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'est... Tout à l'heure, tu parlais d'enfer. Alors, c'est le tourbillon vers les enfers. Hein. Oh non, ça c'est trop abstrait. Tiens, voilà. Je t'ai dessiné une petite boîte. Ah. Hein? Et puis, on va dire que ta douleur, elle est dans la petite boîte. Oh, elle est dans la boîte. Voilà. Exactement comme je l'imagine. Vous avez trouvé, docteur. Vous voulez que je vous présente ma douleur? Comment? Est-ce que vous voulez que je vous présente ma douleur?
On ne peut pas connaître sa douleur, Gaëtan. Mais on si. ne peut pas savoir vraiment qui elle est, où elle est. Si, je vous assure, en plus, j'ai un TPE à faire. Un quoi? Des travaux pratiques encadrés. Encadré par qui? Ça, c'est la question. Mais je vais vous montrer, vous présenter ma douleur. Vous savez, parce que c'est comme une bouée pour moi. Je vis toujours avec, parce que je suis né avec. Je vais vous présenter ma douleur. Oh, douleur. Regardez. Vous voulez lui dire bonjour? Bonjour, douleur. Oui, il faut faire doucement. C'est la douleur. Et c'est la mienne. C'est-à-dire que je vous avais pas vu, enfin je savais que vous étiez là, mais pas vraiment là. C'est-à-dire que vous me voyez là un peu gênée. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment formé à parler à la douleur, quoi. C'est-à-dire que enfin on m'avait jamais dit que la douleur était là. Enfin je savais qu'elle était là, mais je sais jamais à combien vous êtes là. Enfin excusez-moi, je vais pas vous manquer, vous paraître impoli, mais enfin c'est-à-dire que je sais pas jamais si vous êtes abstrait ou concret ou qu'est-ce que. J'ai l'impression qu'il vous aime bien. Oui, non, mais on va rester à distance, hein. Bon, mais tu veux qu'on dise au revoir à la douleur? Oui. Hein? On va dire au revoir à ta douleur. Au moins juste pour aujourd'hui. Voilà. Tu vas me laisser tranquille juste cet après-midi? Voilà. Je te retrouve ce soir à la maison, d'accord? Au revoir, douleur. Et tu dors pas avec moi dans le lit, hein? Parce que j'ai envie de dormir ce soir. Gaëtan, je vais te donner un petit médicament qui va te faire te sentir mieux, d'accord? Ouais, du sucre en poudre. Et puis on se reverra la semaine prochaine. Ouais. Hein, Gaëtan? Merci, docteur. À très bientôt, Gaëtan. Merci. Bravo. Bravo, vraiment. Et merci à Dan Leclerc. Merci, bravo. Merci aussi aux intervenants de la table ronde qui ont fourni tout le matériau, y compris certaines scènes qu'ils ont vues tout à l'heure à l'arrivée, effectivement. Merci à vous tous et puis on va reprendre donc demain à partir de 8h. D'ici là, bonne soirée, au plaisir de vous retrouver dans les salles ici même. Au revoir.